Dimitri Carbonel, fondateur et CEO de Livosphère, qui va interviewer Adama Sawadogo, Frédéric Bardot, Joséphine Boucher et Paul Dion. Merci. Et puis après Frédéric, et puis Joséphine, et comme ça, voilà, après je me débrouillerai. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, je vous propose que vous introduisiez en quelques mots sur Tech for Good. Et puis après, on va commencer le panel. Allez-y. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Paul Duhan, je suis le fondateur d'une ONG qui s'appelle Base Impact et dont la mission est de mettre les algorithmes au service du bien commun. Bonjour, je suis Frédéric Bardot, je suis le président cofondateur de Simplon et le président de France Eco Social Tech qui regroupe tous les acteurs de la Tech for Good française. Bonjour à tous, moi je suis Joséphine Boucher, cofondatrice de Ticket for Change. Bonjour, moi je suis Adama Sawadogo, co-inventeur de eCivil, une application mobile pour déclarer les naissances à distance. Merci. Alors, donc, de mon côté, je suis le fondateur de Livosphère. En fait, j'accompagne des entreprises, en particulier des startups, dans le domaine de tout ce qui est intelligence artificielle et aussi tout ce qui est la partie Internet des objets et robots, vraiment pour qu'ils fassent des partenariats commerciaux avec les grands groupes. Alors, juste avant de commencer le panel, je fais une petite introduction parce qu'on a beaucoup parlé de Tech for Good. En fait, c'était sur les lèvres de tout le monde. Vous entendiez Emmanuel Macron d'à côté, Mark Zuckerberg, Satya Nadella et Eric Schmidt. Après, la question, c'est quand on dit Tech for Good, c'est good for whom? Bien pour qui? Est-ce que c'est pour quelques-uns? Est-ce que c'est pour le plus grand nombre? Ou ceux qui en ont le plus besoin? Et alors, évidemment, on peut se poser aussi la question, est-ce que ça va atténuer les inégalités sociales ou est-ce que ça va les augmenter? Est-ce que ça va nous libérer ou de l'autre côté, est-ce qu'on va plus dépendre des technologies? Est-ce que l'intelligence artificielle et les robots, en fait, est-ce qu'il faut s'en méfier, peut-être les éviter, ou au contraire, l'utiliser et saisir l'opportunité qui sont face à nous? Alors, ce qu'il y a, c'est que ce qui a changé par rapport à avant, c'est que, en fait, la technologie n'est ni bonne ni mauvaise. Ça, c'est depuis tout temps. En fait, tout dépend de ce qu'on en fait. Et en réalité, par rapport à avant, il y a une différence. C'est que la technologie nous dote d'un pouvoir, d'une baguette magique, qui a un pouvoir extraordinaire, qui nous permet presque d'avoir des droits de demi-urge, entre guillemets. Et évidemment, si on la joue comme Voldemort, eh bien le problème c'est que d'un côté, ça peut mal finir, ou de l'autre côté, on peut faire comme Harry Potter, et se dire, la casser. La casser parce qu'il y a trop de risques. Et les spoilers. La question... Les spoilers. Exactement. Et donc, la question, c'est comment faire pour empêcher cela? Et en fait, le point, c'est de montrer l'exemple. Et montrer l'exemple, notamment pour plusieurs raisons. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à un certain nombre de défis, aussi bien sur le plan inégalité sociale, en termes de pollution, en termes notamment de vieillissement de la population. Et pour montrer l'exemple, pour montrer comment la technologie peut rendre du bien, eh bien en fait, on a 4 start-upers ici, qui ont pour objectif de vous donner la niaque, pour vous donner envie d'utiliser la technologie pour le bien. Et donc, à ce moment-là, avec Base Impact, avec Simplon, avec Ticket for Change et avec eCivil, donc de Paul, Frédéric, Joséphine et Adama. Donc je vous remercie, mais ce que je voudrais surtout, c'est commencer maintenant véritablement le panel. Parce que c'est cette baguette-là qu'on va utiliser, et puis celle-là. Donc, Paul, tu as fondé Base Impact, et là, l'objectif, c'est en fait d'utiliser les données, et plus particulièrement via l'intelligence artificielle, via aussi les algorithmes, pour vraiment rendre service à un très grand nombre de personnes. Et en fait, il y a un constat que tu as fait, on n'est pas tout seul à l'avoir fait, c'est il y a 3 millions de chômeurs, ça on le sait en France, il y a environ 300 000 personnes 300 000 postes qui ne sont pas pourvus, et 70% des cas, c'est parce qu'il y a un manque de compétences, qu'on ne trouve pas. Et donc,
Il y a tout effectivement cet objectif, et l'objectif, quand tu es parti de ce constat, il y a 1 an, avec justement, tu as décidé de créer Bob Emploi avec Pôle Emploi, et ça fait 1 an qu'effectivement que tu l'as créé. D'ailleurs, en te faisant face à un certain nombre de réalités terrain. Et ce que j'aurais aimé savoir, et je pense que tous voudraient savoir, c'est effectivement comment tu as évolué, comment tu as lancé et évolué par rapport à ça, depuis cette période. Écoute, comment on a lancé, ça c'est simple, enfin, tu le disais tout à l'heure, le constat à la base de Base Impact, parce qu'avant de travailler sur Bob et sur la question de l'emploi, on a fait pas mal de projets, on bossait dans la santé, on a créé une plateforme pour la transparence des données de violences policières en Californie, qui est utilisée aujourd'hui dans plus de 800 agences. Enfin, en fait, l'idée de base, c'était les algorithmes, ce que ça nous permet de faire, et la raison pour laquelle c'est aussi puissant, c'est que ça permet d'aller toucher un grand nombre d'individus. C'est bien pour ça le problème que quand on parle du beurre, des GAFA, etc., c'est que ça donne un pouvoir qui est assez gigantesque, un énorme effet de levier. Et ce qui était dommage, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de la puissance de l'intelligence artificielle, la réalité, c'est qu'on s'en sert surtout pour faire cliquer les gens sur des pubs. Donc, comment est-ce que, tu l'as bien dit, c'est un outil, ça peut être utilisé pour faire cliquer les gens sur des pubs, mais est-ce que ça peut aussi être utilisé si on l'appliquait à des domaines de société pour aller faire le bien, pour aller essayer de toucher positivement la vie des gens à grande échelle? Et donc, l'origine de Base Impact des projets, c'était ça, c'est justement de se dire, ces technologies peuvent avoir beaucoup d'impact, simplement il faut les appliquer à des domaines qui ne sont pas forcément les domaines auxquels s'intéressent les ventures capitalistes, auxquels s'intéresse le marché, non pas que ce soit mal, mais juste qu'il y a plein de sujets de société où c'est pas forcément plus rentable d'aller s'attaquer. Donc ça, c'était vraiment l'idée de base de faire une ONG. Et pourquoi pour la question du chômage, c'est vraiment parce que nous, quand on regarde... quand on regardait les problématiques sociétales à laquelle on pensait qu'on pouvait vraiment aller toucher les gens de façon profonde, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de startups qui veulent réinventer le futur du travail, qui veulent aller coacher les chômeurs, etc., aller coacher les personnes en recherche d'emploi, etc. Mais finalement, il y a assez peu de gens qui vont se préoccuper des gens qui sont le plus en difficulté parce que c'est plus difficile. Et pour aller sur ton constat, donc on a trituré un peu le problème dans tous les sens. On s'est dit voilà, qu'est-ce qui peut vraiment aller aider les gens. Effectivement, au début, on est parti du constat un peu macro en se disant il y a des problèmes d'adéquation, notamment avec les compétences. Et plus on a avancé dans le projet, plus on s'est rendu compte que quand on parlait aux gens, finalement, ce qui était surtout pour notre cible, ce qui était le plus important, c'était pas ça. C'était souvent le sentiment d'être seul dans sa recherche, le sentiment d'être un peu désespéré, le sentiment de ne plus savoir où donner. C'est-à-dire que ça fait 3 mois, 6 mois qu'on cherche et qu'on n'a plus vraiment de pistes ou plus vraiment d'espoir. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un peu évolué pour se dire finalement ce qu'on va faire, c'est on va rendre à travers l'IA le coaching accessible à tous pour aller empowerer la personne. Et juste un point par rapport à ça, c'est comment est-ce que tu travailles avec Pôle Emploi, enfin, quel type de partenariat? Est-ce qu'ils vous donnent des choses, ou des informations, ou des données? Oui, donc en fait la grande nouveauté, c'est qu'il y a 1 an et demi, on était parmi les premiers à avoir accès aux données de Pôle Emploi. Donc ça qu'ils ne voulaient pas forcément partager, pour aussi des bonnes raisons, mais que justement le côté for good et intérêt général, ça a permis de créer ce pont-là. Donc grâce à ces données, ça a permis de créer les algorithmes qui au début ont permis de dire à tel chômeur, je pense qu'il faudrait recommander ça parce que c'est ce qui a le plus de chances d'augmenter ses probabilités de succès pour trouver un emploi. Aujourd'hui, là où on travaille encore, on est indépendant de Pôle Emploi. Par contre, il y a toute la question de comment est-ce qu'on va faire le lien, la complémentarité avec le service public de l'emploi. Donc notamment en termes de complémentarité dans la distribution, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que les conseillers Pôle Emploi le voient comme quelque chose qui ne va pas simplement remettre en question leur métier, mais aussi qui peut augmenter ce qu'ils font et leur donner plus de temps pour aller se préoccuper au niveau de l'humain. Donc c'est vraiment en fait tout ce changement-là qu'on essaye aussi d'infuser, parce qu'on s'est rendu compte que quand on parle Tech for Good, on ne vit pas en fait dans un vide en isolation. Ça implique aussi des changements sur la société, sur la façon dont on organise le service public, et donc il faut voir comment est-ce qu'on a une approche un peu macro. D'accord, là, je vois. Et en fait, Frédéric, à la limite, toi tu as pris un axe qui est un peu différent, hein, puisque c'est celui de la formation. En fait, tu réalises donc notamment proposes des formations de codage, et en fait, ça touche en particulier des personnes, ça peut être des chômeurs longue durée, ça peut être aussi bien même des réfugiés, des gens qui n'ont pas de diplôme. Et alors il y a une chose vraiment qui m'a impressionné, c'est que tu m'as dit qu'il y avait plus de 95% des personnes qui suivent ton cursus qui trouvent un emploi dans les 12 mois. Alors je voudrais te dire, mais c'est quoi ta formule magique, sachant qu'il y en a tellement d'acteurs qui se cassent les dents là-dessus, hein?
Je ne sais pas si on a une formule magique, mais tout Simplon est fait pour faire ce grand écart-là. C'est-à-dire aller chercher les gens qui ont du talent les plus loin possible de l'emploi et du numérique. Nous, les gens chez nous ne sont pas des geeks. Vraiment, on s'adresse à des gens qu'on va convaincre qu'ils ont du talent, qu'on va convaincre que le numérique, c'est pour eux. Parfois, ils ont des freins et des autocensures très fortes. C'est le cas, par exemple, des gens peu diplômés, des seniors, des femmes aussi, auxquelles on a expliqué que l'informatique, c'était plutôt un truc de mec et que c'était pas trop pour elles, etc. Nous, on a vraiment... notre premier travail, c'est avoir un pouvoir de conviction pour aller les chercher, leur dire qu'ils sont capables. Et après, effectivement, on a une pédagogie qui est très adaptée à ce type de public-là. Ceux qui ont quitté l'école, ceux qui n'ont pas envie d'y retourner. Et puis surtout très adapté au numérique. Le numérique, ça se pratique. Les hackers le savent, les développeurs le savent. Il n'y a pas de théorie en numérique. Et c'est un truc agissant. Les hackers parlent de la duocratie. Donc c'est vraiment la démocratie du faire. Et c'est les makers. Donc voilà. Donc, nous, il n'y a pas de théorie, il n'y a que des projets. C'est un environnement très bienveillant, pas élitiste. Et donc forcément, tout le monde est tiré vers le haut par le groupe. Et donc forcément, quand on fait les choses bien et qu'on essaye de faire les choses bien, ça fonctionne, quoi. Et alors, il y a un truc, moi j'ai trouvé vraiment génial, c'est que il y a un gros problème. Il y a trop peu de femmes dans la tech. Et dans ton cas, tu as 38%, et depuis un certain nombre d'années, de femmes qui sont dans le cursus, alors que, de mémoire, je crois qu'il y a 8% à l'école 42 et ils peinent à aller au-delà. Et dans la plupart des formations tech, c'est aux alentours de 10-15%. Justement, Mr. Potter, comment est-ce que vous faites pour justement parvenir à avoir justement ces femmes, autant de femmes, alors que tant d'autres aussi se cassent les dents dessus C'est un vrai programme à Simplon, c'est-à-dire que toute la chaîne de valeur a été vue pour que ce soit woman-friendly. Donc ça veut dire c'est la communication, bien sûr, l'image qu'on donne des développeurs. Quand vous regardez la communication de Simplon, c'est rare d'avoir des photos où il n'y a que des mecs. C'est souvent le cas, même que c'est le contraire. Parfois, on va prendre un seul visuel et on va prendre une femme. Il y avait un SAS aussi, tu m'avais parlé d'un... Voilà, donc après, nos formateurs sont formés aux questions de genre, parce que même un super formateur qui a super envie de bien faire, Simplon, ça dure 7 mois. On commence par le front-end, donc la partie visible dans le navigateur, HTML, CSS, JavaScript. Et après, on passe au back-end. Et là, donc, c'est plus de la programmation qui peut être plus théorique, orientée objet. Et il y a une grosse marche à passer. Et on se rendait compte que nos formateurs, quand il y avait un garçon qui décrochait un peu sur le back-end et une fille qui décrochait un peu, au garçon, on lui disait « Vas-y, accroche-toi, mec, tu vas y arriver ». Et à la fille, on disait « Tiens, t'as qu'à rester sur le front-end, toi, ça a l'air plus facile pour toi ». Donc on forme nos formateurs et on s'est rendu compte, pour avoir la parité dans nos formations et une grosse mixité, il fallait passer par de la non-mixité. Donc effectivement, on a un SAS de 6 semaines qui est réservé aux filles, dans lequel, en fait, elles luttent contre leur syndrome de l'imposteur, elles parlent entre elles, elles visitent l'écosystème, elles voient des rôles modèles, et pendant 6 semaines, elles se boostent à fond, la parole se libère, et après, quand elles rentrent dans les formations, elles vont jusqu'au bout, quoi. Et ce que tu as dit sur tout à l'heure, Voldemort et Harry Potter, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir délétère de la tech, et puis après, c'est comme la force dans Star Wars, où Stigler dit c'est le remède et le poison, quoi. Donc ici, on a choisi le remède, et on a choisi le côté clair de la force, voilà. Alors, Joséphine, donc toi justement, c'est aussi important de donner du sens à son travail. On a déjà un sens, on trouve un emploi, on donne un sens, et toi, tu as un sens solidaire avec Ticket for Change. Et notamment, il y a un exemple qui est l'application Yuka. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais Yuka, en fait, c'est une application qui vous permet d'avoir les qualités nutritives d'un aliment avec votre smartphone. Et donc, typiquement, vous allez pouvoir savoir s'il y a des additifs, s'il y a des additifs qui sont nocifs, s'il y a, par exemple, des allergènes ou des glucides, etc. Alors, pour info, moi je l'ai utilisé et ça a révolutionné ma liste de courses. J'ai plus le même chocolat, j'ai plus le même yaourt. Je pense que vous devriez essayer, ça fait réfléchir et je pense que ça fera changer aussi la distribution. Mais il y a une autre chose qui est très intéressante, puis il y a une autre personne ici qui passera après, que c'est Mourane, mais qui est passé par Ticket for Change. Ils ont passé en fait Julie et François sont passés par Ticket for Change et ont suivi le parcours de Ticket for Change. Et donc, ce que j'aurais aimé, c'est vraiment que tu nous dises comment ils ont suivi ce parcours et aussi pour que toutes les personnes ici sachent ce qu'elles peuvent faire pour intégrer ce type de parcours et de justement avoir un impact solidaire. Ok. Alors, je vais prendre l'exemple de Julie et François. Ils ont participé à un Startup Weekend où ils ont eu l'idée, en gros, de faire ce projet. Ils ont candidaté en équipe. À l'époque, seul François était... donc, François, c'est le développeur. Julie, elle était consultante, il me semble. Ils candidatent. Ils sont pris avec un début d'idée de projet, peut-être quelques maquettes de leur application.
Donc le parcours entrepreneur auquel ils ont participé, c'est un programme de pré-incubation qui dure 6 mois. Pendant le séminaire kick-off, à la fin du séminaire kick-off, Julie décide de croire vraiment au projet et donc de démissionner pour se lancer à temps plein avec François sur le programme. Ils participent, le programme se poursuit, ils font le tour qui est un peu le 10 jours à travers la France, qui est un peu l'accélérateur au cœur du programme. Ils rencontrent un dirigeant qui va être leur premier client B2B en quelque sorte. En tout cas, ça leur permet de tester ce modèle. Après, ils ne prendront pas ce choix-là, mais ça leur a permis de tester, d'avoir un petit peu de trésorerie à ce moment-là. À la fin du tour, il y avait une soirée grand public pour sensibiliser aussi et ouvrir ce qui se passe dans l'aventure Ticket au plus grand nombre. Et le frère de François participe à cette soirée et décide de les rejoindre. Bref, et ils finissent le parcours avec leur solution qui est développée, une communauté sur laquelle ils peuvent s'appuyer, un alignement au sein de l'équipe qui a été super fort. Des méthodos et des outils pour les aider à approfondir leur projet. Des exemples comme ça, il y en a plein. J'en vois 2 dans la salle, Antoine et Marie, qui ont lancé We Dress Fair, qui se rencontrent aussi pendant le tour et qui ont un super site de marketplace, en gros, de mode éthique qu'on a vraiment envie de porter. Je vous invite à aller voir leur projet. Bref, des exemples comme ça, en gros, où on leur apporte la méthodo, le réseau, la visibilité, et l'alignement entre ce qu'ils font et ce qu'ils sont, c'est le but c'est à travers un parcours ce parcours. entrepreneur, justement, qui leur permet, qui donne accès à tous, en fait, la possibilité, effectivement, d'avoir un impact solidaire et créer leur entreprise. Hein. Ouais, le but, on essaye, en fait, le plus possible d'avoir une diversité très grande de profils. C'est difficile parce que, de fait, c'est un milieu qui attire plus des gens qui sont au fait de ces sujets-là, connaissent l'entrepreneuriat, ont le temps, la possibilité, la disponibilité pour s'engager sur ces sujets. Mais nous, on fait un énorme travail tout au long de l'année pour avoir une diversité d'origine, de parcours, d'âge, de formation au sein de ce programme. Et autre chose, parce que je pense qu'il n'y a pas que des entrepreneurs ici, il y a aussi des personnes qui sont salariées. Hein. Et imaginons, on est dans une boîte, on a envie d'avoir un impact solidaire, mais on se dit, mais j'ai pas envie de quitter ma boîte. Hein. Comment est-ce que je fais pour avoir un impact solidaire avec Ticket for Change ? En gros, nous, on croit vachement, en tout cas, c'est ce qu'on vit avec nos partenaires grandes entreprises, notamment au mécénat de compétences. Il y a énormément de boîtes qui recherchent ça. Du coup, la possibilité qui est donnée à ces collaborateurs, donc tout dépend de l'entreprise dans laquelle on se situe, mais la possibilité qui est donnée à ces collaborateurs, c'est de passer du temps sur leur temps de travail au service de projets qui ont du sens. On a un de nos alumni aussi, je fais un peu la pub là, mais qui s'appelle Vendredi et qui justement accompagne des entreprises pour permettre à leurs collaborateurs de pouvoir passer un vendredi, donc un jour par mois ou plusieurs heures par mois, il y a plein de formules différentes, au service de projets à impact positif. Ça, c'est quelque chose c'est un message qui est très important qui est au cœur de notre vision, en gros, de pouvoir dire que tout le monde peut donner du sens à son travail. Il y a les entrepreneurs, évidemment, dont on entend pas mal parler. Il y a les intrapreneurs, qui sont au sein de grandes organisations qui vont essayer de faire bouger les lignes en interne. Et il y a ce qu'on appelle les contributeurs, qui est un nouveau volet de notre activité qu'on est en train de développer, qui sont tous les futurs salariés ou freelance de ce secteur-là, de l'innovation sociale. Donc, qui ne sont peut-être pas les initiateurs de projets, mais qui, par leur temps, leurs compétences, leur énergie, vont contribuer par leur travail à résoudre des problèmes urgents et importants de la société. Donc, le message derrière, c'est chacun a un rôle à jouer et l'ampleur des enjeux fait qu'on a besoin de l'énergie de tous, quoi. Alors, Adama, tout ça, c'est vain si on n'a pas d'existence. Quand je dis pas d'existence légale. Alors, il faut le savoir, c'est selon l'UNICEF, il y a plus de 50% des nouveau-nés qui n'ont pas d'existence légale. Et ça va même jusqu'à 70% dans les foyers les plus pauvres. Alors la raison, c'est, et on peut se poser pourquoi, c'est, comment vous avez la joie d'avoir un bébé, et qu'après, il faut faire 20, 30 km, les parcourir à pied, à vélo, sous la pluie, sous le cagnard, que vous arrivez, que vous devez ensuite déclarer, et que vous savez sur un formulaire, et que vous ne savez ni lire, ni écrire, on comprend un peu mieux. Alors, Adama, vous avez créé une solution avec une entreprise française
dont vous allez nous en parler. Et ce que moi je trouve et qui me touche beaucoup, c'est que vous donnez la possibilité à chaque être humain de devenir citoyen. Et maintenant, je voudrais effectivement, allez-y, laissez-nous, parlez-nous-en. D'accord, merci. Et avant de commencer, je laisse regarder un aperçu à travers une petite vidéo. Après, je vous en parle davantage. Très bien. Bon, voyons la vidéo. Les déclarations de naissance peuvent désormais se faire par SMS. La technologie a été trouvée par 2 hommes et présentée aujourd'hui. e-Civil, c'est son nom, doit permettre à des millions d'enfants de Burkina d'exister légalement. Souleymane Sanou, Abdelaziz Yaguibou. Ce projet, parce qu'il y a une problématique majeure sur notre continent, de façon séculaire, qui n'a jamais eu de réponse. Et nous avons vu à travers une nouvelle technologie du nom de Codabule qu'on pouvait le résoudre. e-Civil, ça fonctionne de façon simple. Il y a un téléphone portable qui va flasher un QR code qui contient un Codabule. Il y a un champ qui va s'ouvrir où la sage-femme va remplir un certain nombre d'informations relevant de l'enfant. Donc elle va envoyer un SMS crypté qui va arriver sur le serveur du centre d'état civil. Le serveur va renseigner de manière automatique une fiche d'extrait de naissance. On aura juste à compléter un certain nombre d'informations et le document est prêt. De voir comment il est possible de profiter un peu des talents des jeunes Africains donc pour régler un problème que nous n'avons pas été capables de régler pendant des décennies. Seulement aux Africains, mais au reste du monde. L'une des raisons pour lesquelles le Fonds des Nations Unies pour la population est impliqué, c'est que je repars dans quelques heures confiant que nous sommes dans la bonne direction ici en Afrique. Que les jeunes Africains comme Savadogo, je pense, ont la possibilité d'accélérer la marche de ce continent vers une ère de prospérité. Pour nous, c'est une visite très réjouissante. Dans le cas de M. Sawadogo, arrive avec des inventions qui transforment vraiment à la fois la gouvernance et la vie. Son programme de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes, et son soutien aussi par le fait même à l'innovation. Voilà, donc ce qui se passe, c'est quoi? Donc, nous avons en Afrique une contrainte de mobilité physique. L'administration est très éloignée des populations, il y a beaucoup de kilomètres à faire, comme ce que tu viens de souligner tout à l'heure. Donc l'idée, au lieu que les personnes, les parents apportent l'information physiquement à destination, on va faire envoyer les informations directement par les canaux de transmission disponibles déjà sur le continent, notamment les réseaux GSM. Donc on fait voyager l'information au lieu de faire voyager l'individu qui ne se fait pas. Donc voilà un peu comment l'idée est née et nous sommes arrivés aujourd'hui à résoudre cette question de façon aussi facile. Non, mais, effectivement, je pense que ça a un impact et ça montre aussi comme quoi vraiment l'innovation peut avoir un impact direct, mais sur des problèmes qui sont mondiaux et surtout sur l'Afrique. L'Africa Tech, on en parle ici, c'est un des gros sujets. Et Tech for Good et Africa Tech, c'est Africa Tech for Good. Et je pense qu'il y a un vrai lien et l'exemple que tu nous donnes et l'impact que ça a est énorme, je pense. Ce qu'on peut faire, c'est on va regarder les questions. Il y a plusieurs questions peut-être qui vont s'afficher. Peut-être juste une auparavant, mais j'en prendrai une après, s'il reste quelques minutes. C'est... attendez, je vais en prendre directement. Alors, il y en a une qui est intéressante. C'est avez-vous une difficulté particulière à construire vos business models? Et je rajouterai en plus, notamment sur le mode de société, parce que parfois on peut créer une association, une ONG, une SAS. Donc, allez-y. On a quelques instants, mais qui veut se lancer Il se trouve qu'à Saint-Plon et plus globalement, on essaye effectivement de faire beaucoup de prosélytisme sur quels sont les business models de l'impact social. Donc c'est aussi pour ça qu'on a créé France Eco Social Tech, c'est pour que les gens qui se posent ces questions-là puissent trouver une maison pour en parler. C'est très compliqué de faire cohabiter la lucrativité et l'intérêt général dans des modèles juridiques qui ne sont pas schizophrènes. Donc en fait, il y a différentes manières de devenir schizophrène et d'avoir un modèle économique et un modèle juridique. Mais il faut choisir si on est plutôt dans le camp de la lucrativité ou plutôt dans le camp de l'intérêt général. Et une fois qu'on a choisi où est-ce qu'on habite, après on peut jouer sur plusieurs tableaux et avoir de la subvention, du mécénat, vendre des prestations, faire des levées de fonds. Mais les actionnaires ne sont pas les mêmes, les taux de rentabilité ne sont pas les mêmes et chaque modèle économique n'est pas parfait. Mais quand on sait qui on est, ce qu'on a comme valeur, ce qu'on a envie de faire et quel est l'impact, effectivement, c'est assez simple maintenant, grâce à des gens comme Ticket for Change et Fest, de pouvoir trouver la maison dans laquelle on habite. Mais il n'y a pas de choses qui soient parfaites. Alors, qui d'entre vous
Oui, Adama. Oui, en Afrique, nous touchons notamment sur la question de pays pauvres, où deux fois il y a des difficultés de financement. Donc autant trouver un moyen, un mécanisme qui puisse rendre pérenne en fait et la matérialisation sur le terrain. Donc en passant par une entreprise, ça permet non seulement de développer et par la suite de pouvoir pérenniser et améliorer quotidiennement la chose. Oui, d'ailleurs, j'avais vu une solution où c'est quelque chose qui coûtait 50 €. Et en fait, ce qu'ils font, ils font une location où tous les mois, où on paye 1 € par mois, ce qui permet de financer. Et aussi, pour éviter évidemment les abus, il y a un système qui permet de couper. Alors, pour le coup, c'est un système solaire couplé à une batterie qui permet de couper le. Bon, pour qu'on respecte. Je sais pas, tu voulais parler de l'ONG peut-être ou Il reste 5 secondes. Bon, 4, effectivement, 3, 2, 1. 3 secondes sur l'ONG, et puis après, on va juste un moment de conclusion. D'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, dans ce choix-là, on a vraiment décidé de se mettre purement du côté du côté non lucratif. Ouais. D'ailleurs, on avait au début des modèles hybrides. On avait à un moment, on vendait aussi des prestations pour les financer l'organisation. Puis maintenant, on est uniquement sur la philanthropie. Et pourquoi ? Parce que nous, la vision a évolué pour se dire ce qu'on veut, c'est créer des sortes de services publics open source et on veut que ce soit des communs. Donc on veut qu'il y ait, en particulier, ça n'empêche pas qu'il y ait une façon de pouvoir assurer la pérennité de l'organisation, mais on ne veut pas qu'il y ait d'actionnariat, on ne veut pas on veut pas avoir des incentives en fait à ne pas aller plutôt vers la rentabilité et pas forcément vers ce que nous on veut comme impact. Voilà, c'est un peu l'idée de qu'on va faire de l'impact by design. Oui. Et après, tout ce qui est important derrière, c'est de voir comment est-ce qu'on réussit à recréer des modèles économiques qui sont corrélés à l'impact social qui est créé. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui est au chômage et qui va retourner plus rapidement, au travail, c'est quelque chose qui a de la valeur pour la société. Mais aujourd'hui, c'est considéré comme une externalité, c'est pas quelque chose qu'on peut internaliser. Donc notre combat, c'est aussi ça, trouver des façons d'aller financer ce type d'impact. Il reste quasiment plus de temps, mais on est loin. Mais Frédéric, Joséphine et Adama, je ne sais pas s'il y a un mot pour terminer. Oui, juste, il parle d'open source. Donc, Simplon vient d'open sourcer sa méthode, alors qu'on est dans un cadre de lucrativité limitée. Donc, voilà, c'est très. Il n'y a pas des camps si définis, quoi. C'est vraiment que des niveaux de gris. Donc, il faut. On peut aussi faire de l'open source et faire de la lucrativité avec. Donc, c'est ça qui est assez rigolo. Joséphine ? Moi, j'aimais bien ce que tu as dit en introduction, Tech for Good, Good for qui et pourquoi. En gros, pour moi, les questions, elles commencent par là. Et du coup, j'invite chacun à se demander qu'est-ce qui, en fait, nous tient à cœur, qu'est-ce qui est important pour nous, à quoi est-ce qu'on a envie de contribuer à résoudre. Il y a assez de problèmes pour avoir envie de trouver des solutions pour essayer de faire avancer un petit peu les choses. Et voilà, la tech est un outil absolument incroyable pour ça. Donc, j'espère qu'il y aura plein d'Harry Potter de plus en plus, en tout cas. Adama ? Oui, en Afrique, on a beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, nous avons, à part de la technologie, des nouvelles technologies, de pouvoir commencer à les résoudre par nous-mêmes, et ça permet d'aller très rapidement pour attraper ceux qui sont déjà devant. Merci. En tout cas, je vous remercie beaucoup, et je vous remercie pour l'audience. C'était vraiment un très bon panel. Merci à tous.